BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h18 ce matin, c'est Patrick Artus, chef économiste de chez Natixis, qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Évidemment, on est inquiet depuis hier, on l'était déjà un petit peu avant, par les prévisions économiques du FMI qui revoit nettement à la baisse les prévisions pour le monde, moins 0,8 par rapport à ce qui était prévu, moins 1,1 pour l'Europe. Finalement, on n'arrive pas à arrêter l'hémorragie économique liée à l'inflation, au coût des matières premières, à la guerre en Ukraine. Est-ce qu'à un moment donné, on va stabiliser ou est-ce que c'est l'inconnu ? Alors, je crois qu'il faut distinguer, si on veut travailler proprement, ce qui est un choc de court terme et ce qui est plus structurel. Ouais. Et d'ailleurs, si on se pose des questions politiques en France, qu'est-ce qui fait que la première année du quinquennat n'est pas bonne et qu'est-ce qui pourrait faire que tout le quinquennat soit pas bon ? Je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. Alors, évidemment, il y a une grosse incertitude qui est la durée de la guerre en Ukraine. Parce que tant que cette guerre dure, la Russie est exclue du monde économique et donc on ne s'approvisionne plus en Russie. Alors, on s'approvisionne encore en gaz, mais pour combien de temps ? On ne s'approvisionne plus en métaux, en céréales, etc. Alors, qu'est-ce qui est de nature structurelle commençons plutôt par la nature conjoncturelle. Bon, il y a le Covid en Chine. Ils ne vont pas avoir leurs ports et leurs usines bloquées plusieurs semaines. Ça quelques semaines, mais enfin, ça ne va pas durer plus longtemps. Donc ça, c'est du domaine du conjoncturel. L'Ukraine, honnêtement, c'est difficile d'imaginer la Russie revenant dans les échanges économiques mondiaux rapidement. Donc ça, c'est probablement du structurel. Et puis après, il y a l'apparition de raretés nouvelles, qui étaient même là bien avant l'Ukraine. Et ces raretés, elles étaient liées à un changement de la nature de la demande. On se mettait à consommer beaucoup plus de biens, beaucoup plus d'informatique, d'électronique, et on n'avait pas les moyens, les matières premières, les ressources, les semi-conducteurs pour fabriquer tout ça. Donc il y a, à mon avis, quelque chose qui est assez transitoire, mais qui est violent aujourd'hui, qui est l'arrêt de la Chine. Il y a la Russie qui est sans doute du domaine du structurel, et puis il y a ce changement dont on ne sait pas trop quoi faire. On ne consomme pas de la même manière qu'avant. Ça veut dire, Patrick, si on vous suit et si on va au-delà, ça veut dire que même à long terme, il y a peut-être, avec la frugalité, avec une pénurie, une rareté qui s'installe dans certains domaines, l'idée qu'il faut peut-être changer notre manière de concevoir la croissance économique dans les années qui viennent ? Ça veut dire... Il y a la transition, évidemment. Alors, de toute façon, après ça, quand il y a des raretés dans le monde capitaliste sait s'ajuster et donc il corrige. Donc il investit là où il faut investir. Donc on a en dans fait, le renouvelable, par exemple, trouver des sources. Les semi-conducteurs, les renouvelables. Bon. Donc on va avoir un ajustement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on croyait être dans une économie extrêmement tranquille, où il n'y avait pas de rareté, donc il n'y avait pas d'inflation, donc il y avait des taux d'intérêt bas. Alors après, bien sûr, il y a l'Ukraine et on s'aperçoit qu'on se réveille dans une économie où il y a des raretés, donc il y a des pénuries, donc il y a des difficultés de production, donc il y a de l'inflation, et donc il y a un énorme besoin d'investissement, alors d'une part pour la transition énergétique, et d'autre part pour corriger ces pénuries. Ouais. Et donc on est dans une économie qui doit faire un gros effort d'investissement pour desserrer ces contraintes de rareté, et puis pour faire la transition énergétique. Bon, ça c'est encourageant, parce que finalement, quand on investit, quelque part, on redynamise la croissance. De l'autre côté, vous parliez de l'inflation, est-ce qu'il faut s'habituer à une inflation très structurelle et très durable ? Et du coup, là, un problème sur la demande. Je crois qu'on est... Finalement, c'est les années d'absence d'inflation qui sont exceptionnelles. Il n'y a pas eu d'inflation entre 2012 et 2019. C'est pas une très longue période de temps. On s'était bien habitué à ce que les taux d'intérêt restent bas, même qu'au plein emploi, sauf que c'est une période extrêmement courte de temps. Donc on revient à une économie normale où quand le taux de chômage est bas et qu'il y a des tensions et des pénuries, on a de l'inflation. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est la façon dont on va traiter cette inflation. C'est-à-dire, si on était dans des économies des années 80-90, il n'y aurait pas de problème. On attaquerait, les banques centrales attaqueraient très fortement l'inflation. J'ai fait une expérimentation hier, qui est une expérimentation de laboratoire, mais si on avait les mêmes banques centrales que dans les années 80-90, qu'est-ce qu'on aurait comme taux d'intérêt aujourd'hui ? On aurait un taux d'intérêt à 12% aux États-Unis et à 8% en Europe. Donc même si la Réserve fédérale américaine dit on va peut-être augmenter de 0,75, c'est rien. Non mais vous avez aux États-Unis l'inflation est à 8,5, elle va encore monter. Si vous voulez attaquer l'inflation, c'est pas que des taux. Alors les marchés pensent que les taux vont être à 3,5 ou un peu en dessous de 3,5. Voilà. Mais à 3,5, si l'inflation est à 8,5, c'est une plaisanterie. Les taux d'intérêt réels sont à -5. Donc évidemment,
Moi, je pense que les marchés et même les banques centrales se trompent sur même ce qu'elles vont faire. Je pense que les hausses de taux d'intérêt vont être beaucoup plus violentes que ce qui est anticipé aujourd'hui sur les marchés. Il faut combien pour réellement commencer à attaquer l'inflation aux États-Unis? Il faut des taux à 6 à 7 et en Europe, il faut des taux à 4, 5. Ouais. Et je pense qu'on peut les avoir. Hein. Donc et d'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas mieux d'attaquer brutalement l'inflation pour s'en débarrasser que de la laisser traîner pendant des années en faisant semblant de l'attaquer? Après, au prix, quand même, si on faisait ça, forcément, un coup d'arrêt à la croissance. On a des économies encore plus sensibles au taux d'intérêt qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a plus de dettes, parce que les prix des actifs sont plus élevés, qu'il y a plus de levier dans la finance, et donc l'économie réagirait encore plus mal. Et vous n'avez pas peur, Patrick, que par exemple une hausse un peu violente des taux d'intérêt n'ait des conséquences sur certains actifs, l'immobilier par exemple? Oui, non, mais bien sûr, on ferait chuter les prix de l'immobilier, chuter les cours boursiers, chuter la valorisation du private equity, mais on se débarrasserait de l'inflation en un an. Tandis que là, on va faire quoi? On va mettre les taux à 3 et en Europe à 2, et on va traîner cette inflation pendant des années et des années, avec des salaires réels qui vont continuer à baisser. Enfin, c'est pas sain non plus. Et est-ce qu'en même temps, on ne se débarrasserait pas aussi d'une partie de la dette? Parce qu'on a dit pendant des années, comment on va faire pour se débarrasser de cet argent gratuit que des banques centrales, de la dette des États? Est-ce que finalement, l'économie n'est pas en train de se venger? Est-ce qu'effectivement, une bonne inflation ne permettrait pas d'apurer un peu? Oui, je suis moins optimiste. Le problème, si vous voulez, je le disais avant, on a eu, disons, 10 ans non inflationnistes. Pendant ces 10 ans, les banques centrales ont fait autre chose. Elles se sont occupées de l'emploi, des inégalités. Rappelez-vous ce qu'on avait entendu dans la bouche des banquiers centraux. Bien sûr, leur nouvelle même d'écologie. La BCE d'écologie et la Réserve fédérale des inégalités entre les races aux États-Unis. Et alors tout d'un coup, la réalité revient. Sauf qu'on n'est pas du tout adapté à ça. On a eu le temps en 10 ans de s'adapter à un monde de taux d'intérêt très bas avec une absence complète d'inflation. Donc il faut réajuster tous les logiciels à un monde avec des taux d'intérêt plus élevés et de l'inflation et des raretés. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement pénible, il ne faut pas se le cacher. Alors si on revient à la France, vous disiez au début de cet entretien, la question aujourd'hui c'est est-ce qu'on aura une seule mauvaise année, celle du début du quinquennat, ou est-ce qu'on aura 5 ans de mauvaises années économiques pour le quinquennat? C'est possible ça? On voit le FMI qui a révisé à la baisse la croissance de la zone euro, ça sera 2,8 contre 3,9 attendu avant. Pour la France, c'est légèrement mieux, mais c'est bon, voilà, ça peut dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la croissance économique française cette année, par exemple? Étant donné l'acquis de croissance à la fin du premier trimestre, ça veut dire que le reste de l'année va être complètement plat. Ouais. Donc en fait, c'est 0 de croissance sur les 3 derniers trimestres de l'année. Hein. Ce qui veut quand même dire que probablement le chômage va se mettre à remonter. Enfin, non, on a une première année de quinquennat qui est quand même extrêmement négative. Est-ce qu'on peut avoir un quinquennat horribilis sur les 5 ans? À nouveau, bon, alors la Russie, à nouveau, je pense qu'il faut faire une croix quand même sur les approvisionnements russes, parce que c'est pas demain qu'on va lever les sanctions contre la Russie. De toute façon, même si ça se négocie, ça sera extrêmement long. Ouais. Et ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire quelle sera la stratégie sur l'inflation? Je crains qu'on soit mou. Particulièrement en Europe. Donc si on a une stratégie molle sur l'inflation, on va pas réussir à casser le rythme d'inflation, on va garder de l'inflation à 4-5%, les salaires vont pas suivre et on aura une faiblesse, et on aura un problème de pouvoir d'achat qui va devenir monstrueux. Pour ça, à nouveau, j'ai changé d'avis d'ailleurs sur ce point, mais je me demande s'il faudrait pas mieux que la BCE soit ultra violente sur une période très courte de temps, monter les taux à 6, quoi, je veux dire. Hein, les gars, attendez, il y a 7,5 d'inflation dans la zone euro, mais on va être à 9 bientôt sur l'inflation. Alors pas en France parce qu'on a maquillé l'inflation en bloquant les prix de l'énergie, mais enfin, et y aller vraiment et puis être débarrassé du problème et ensuite avoir 4 années de croissance et de reprise. Ouais. Est-ce que la proposition des deux candidats, Macron et Le Pen, est réaliste sur ce plan-là? On voit que dans les deux cas, il y a beaucoup de dépenses publiques en plus, 68 milliards côté Le Pen, 50 milliards côté Macron. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire effectivement à l'aube d'une année qui va être compliquée pour le... Je crains que tous ces programmes aient été calibrés avant l'Ukraine. Donc on pensait qu'on aurait 4% de croissance et des taux d'intérêt qui seraient en dessous de 1. La réalité, c'est qu'on a 2 de croissance et que les taux d'intérêt vont bientôt être à 2. Hein. Et donc, évidemment, il y a un changement des conditions initiales, comme on dit. Et alors, bon, à nouveau, la question, c'est est-ce qu'il faut changer les 5 années, quoi? C'est extrêmement compliqué. Moi, je crois que oui. Enfin, on va avoir plus d'inflation, des taux d'intérêt plus élevés. Alors, on peut avoir un virage de la rigueur? Non, c'est pas l'esprit. Le vrai sujet, c'est par ailleurs,
il y a quelques facteurs d'optimisme. On est comme en train de numériser extraordinairement l'économie. Il y a des travaux académiques d'ailleurs qui ont l'air de montrer que ça fait de la croissance. On a plus de gains de productivité, donc on peut peut-être gagner un peu par la numérisation. Dans le même temps, il y a quand même quelque chose qui est un poids très grand, c'est tous les investissements de transition énergétique dont certains ne donnent aucune production supplémentaire. Prenez un sidérurgiste qui passe à l'hydrogène, il fait toujours le même acier, sauf qu'il a investi des milliards pour passer à l'hydrogène. Donc vous avez toute une partie de nos investissements qui ne fabriqueront pas de la croissance. Voilà, donc c'est compliqué, mais il est clair que de toute façon, le point de départ du quinquennat est bien plus mauvais, à la fois en termes de taux et de croissance que ce qu'on anticipait. Et donc ça veut dire que les points d'arrivée des déficits publics des deux candidats, en réalité, sont pires que ce qui est publié par les deux candidats. Et c'est grave, les déficits publics aujourd'hui ? C'est grave parce que les taux d'intérêt vont remonter, parce qu'on va plus être dans ce monde bizarre où quand la dette est à zéro, on peut avoir la dette qu'on veut. C'est le modèle. On n'est plus dans un monde japonais. On est en train de sortir du monde japonais, alors que les Japonais, eux, restent dans le monde japonais. Merci Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.